C'est pas grave. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, Président, Dr Laïfa. Chers confrères, honorable assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Sincèrement, je suis vraiment agréablement surpris du fait d'avoir un nombre important, les 19 heures. Donc ça me touche vraiment, ça me donne de l'énergie. Alors je remercie aussi le bureau de notre association, Association du corps médical privé de la wilaya de Chlef, pour cette excellente organisation, et en même temps le fait de m'avoir accordé cette occasion pour vous présenter un travail problématique. Faut-il insuliner un diabète inaugural non cytosique avec une hémoglobine glycée supérieure à 10? On appelle ça aussi une insulinothérapie initiale. Mais avant d'enchaîner et de présenter le travail, on aimerait bien savoir dans la salle qui sont contre une insulinothérapie initiale. Donc, ils ne voient pas l'utilité d'insuliner d'emblée un patient avec une hémoglobine glycée supérieure à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on a bien compris, la majorité dans la salle sont pour une insulinothérapie initiale. Quoi? Hein? Très bien. Alors, la majorité de l'assistance sont pour une insulinothérapie initiale. Vous avez raison, même dans les dernières recommandations de la DAESD de 2022, ils disent que finalement, il faut commencer précocement une insulinothérapie pour les patients qui ont une hémoglobine glycée supérieure à 10. Pourquoi? Tout simplement parce que selon l'histoire naturelle hypothétique de Holman, au moment du diagnostic, déjà le patient ou le pancréas a perdu 50% de sa capacité sécrétoire. Ça, c'est l'image avec une IRM d'un pancréas d'un sujet normal. Ça, c'est le pancréas d'un patient qui présente un diabète. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un traitement qui va équilibrer rapidement le diabète, parce que comme vous savez, avec une hémoglobine glycée supérieure à 10, c'est un terrain de glucotoxicité qui peut aggraver cette apoptose. Et en même temps, on a besoin d'un traitement qui va mettre au repos le pancréas. Donc, pour ces deux conditions, il n'y a aucun traitement qui peut faire ça en dehors de l'insuline. Mais ça, sur le plan théorique. Et comme vous savez, actuellement, et dans la médecine moderne, on parle de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine qui est basée sur les preuves. La question qui se pose, est-ce qu'on a des études, et pas n'importe quelle étude, des études qui prouvent la supériorité d'une insulinothérapie initiale par rapport à un traitement non insulinique? Au lieu de faire ce qu'on appelle une recherche bibliographique, on va voir directement les recommandations. Pourquoi? Parce que dans les recommandations, il y a ce qu'on appelle une gradation des recommandations. Et cette gradation des recommandations, elle est basée sur le niveau de preuve des études. Malheureusement, je n'ai pas de pointeur. Par exemple, si vous voyez très bien, pour le grade A, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est un niveau de preuve 1. Qu'est-ce que ça veut dire ce niveau de preuve 1? Ce sont des études randomisées, ou des méta-analyses qui ont inclus ces études. Le grade 2, le grade B, c'est le niveau de preuve 2. Le grade C, c'est le niveau de preuve 3 et 4. Et le grade D, c'est un consensus d'experts. Ça, c'est la gradation des recommandations qui peut être différente entre la diabéto, la cardio, l'oncologie, parce que chacun a ses gradations de recommandations. Donc, c'est un papier qui résume toutes les recommandations. Maintenant, on va voir les recommandations. Et on va commencer par l'American Diabetes Association, l'ADA. Et pour les Américains, et selon les dernières recommandations de 2022, ils disent que pour un patient avec une hémoglobine, on doit commencer précocement une insulinothérapie pour un patient qui présente une hémoglobine glycée supérieure à 10 ou une glycémie supérieure ou égale à 3 grammes. Et ce sont des recommandations, comme vous voyez, à la fin, ce sont des recommandations de grade E. Vous allez me dire, mais vous avez parlé de A, B, C, D, mais vous n'avez pas cité le E. Le E pour les Américains, pour désigner expert consensus. Donc finalement, c'est dernière ligne, c'est pour désigner expert consensus. Donc finalement, ce sont des recommandations de grade D. Donc, si on a bien compris, jusqu'à 2022, il n'y a aucune étude, il y a des études qui comparent une insulinothérapie initiale par rapport à un traitement non insulinique, mais il n'y a aucune étude qui prouve la supériorité d'une insulinothérapie initiale par rapport à un traitement non insulinique. Maintenant, si on va prendre les recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé française, ils disent pour un patient qui présente une glycémie supérieure ou égale à 3 grammes ou une hémoglobine glycée supérieure à 10, on commence d'emblée par une bithérapie, voire une insulinothérapie. Et ce sont des recommandations, comme vous voyez à gauche, recommandations AE.
Qu'est-ce que ça veut dire AE? C'est abréviation ou l'initiative de accord d'experts. Donc finalement, ce sont des recommandations de grade D. Et là, l'HAS, elle nous laisse le choix entre une insulinothérapie initiale et un traitement non insulinique. Et puisque je suis un endocrinologue, permettez-moi de vous présenter les recommandations, les dernières recommandations de l'Association américaine des endocrinologues cliniciens, qui est plus stricte en matière d'objectifs, parce que pour eux, la dernière qui est là-bas, à droite, ils disent à partir de 9%, si vous avez des symptômes, donc c'est une insulinothérapie. Si vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez commencer par une voire même une trithérapie. Et là, pour résumer, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude, et je précise bien, il y a des études, mais il n'y a aucune étude qui prouve la supériorité d'une insulinothérapie initiale par rapport à un traitement non insulinique. La question qui se pose, mais pourquoi insuliner nos patients diabétiques? Sachant qu'on a du mal à les convaincre qu'ils sont diabétiques. Donc imaginez, vous allez dire à un patient que vous êtes diabétique et vous nécessitez une insulinothérapie. C'est pour ça que le patient va voir le premier médecin qui va inscrire une insulinothérapie. Il va voir le deuxième médecin qui va prescrire une insulinothérapie. Le troisième médecin qui va inscrire aussi une insulinothérapie jusqu'à arriver à notre niveau. Et si vous avez bien compris, on ne va pas forcément instaurer une insulinothérapie. Donc, si on va opter pour une bithérapie, donc pour la metformine, il n'y a pas de discussion. Mais dans cette situation, est-ce qu'on va prescrire un sulfamide? Sachant que le sulfamide, ce sont des insulinosécréteurs qui vont booster le pancréas à fabriquer plus d'insuline, ce qui pourrait aggraver la situation. Et ce qui a été prouvé dans l'étude ADOPT. L'étude ADOPT, c'est une étude qui a comparé l'échappement thérapeutique en monothérapie de 3 classes thérapeutiques. Il y avait la metformine, il y avait un thiazolidinedione qui est la rosiglitazone et il y avait un sulfamide qui est le glubéride. Le glubéride, c'est le glibenclamide. Le glibenclamide, la molécule mère, c'est le Downhill, commercialisé ici en Algérie sous le nom de Glibil ou Diabinil. Alors, dans cette étude, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué, comme vous voyez, l'échappement thérapeutique avec le glubéride, qui est le glibenclamide, est plus important par rapport aux autres classes thérapeutiques. Mais le glubéride ou le glibenclamide, c'est un sulfamide de première génération. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre un sulfamide de première génération et un sulfamide de deuxième génération? Là, pour répondre à cette étude, on va voir ce travail in vitro qui a été réalisé et qui a étudié le taux d'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée cellulaire, dans 4 solutions. La première solution qui contient 1 gramme par litre de glucose. C'est l'équivalent d'un terrain de normoglycémie. Donc, comme vous voyez, le taux d'apoptose est de 1%. Dans une solution qui contient 3 grammes par litre de glucose, qui est un terrain de glucotoxicité, comme vous voyez, le taux d'apoptose est de 12%. Par contre, si on va ajouter à cette solution, c'est-à-dire 3 grammes par litre, un sulfamide de deuxième génération qui est le glyclaside, comme vous voyez, le taux d'apoptose a chuté de 50%. Donc, autrement dit, un sulfamide de deuxième génération peut réduire le taux d'apoptose de 50%. Par contre, lorsqu'on va prendre cette solution, 3 grammes par litre, qui est un terrain de glucotoxicité, et on va ajouter un sulfamide de première génération, qui est le glibenclamide, on voit clairement que le taux d'apoptose a augmenté de 75%. Et là, pour vous dire qu'il y a une grande différence entre un sulfamide de première génération et un sulfamide de deuxième génération. Et puisqu'on est parmi les défendeurs de cette classe thérapeutique extraordinaire, que ce soit sur le plan d'efficacité et même sur le plan de la sécurité, et si vous voyez des documents ou des travaux qui disent le contraire, il suffit de voir le protocole de l'étude. Et vous constatez que souvent, dans 90% des cas, ils utilisent un mélange entre un sulfamide de première génération et un sulfamide de deuxième génération pour essayer de déséquilibrer le bras sulfamide pour avoir des résultats bénéfiques à la molécule concurrente. La seule étude de sécurité cardiovasculaire, et je précise bien la seule étude de sécurité cardiovasculaire, qui a comparé face-to-face un sulfamide de deuxième génération qui est le glimépiride versus un inhibiteur DPP4 qui est la linagliptine, c'est l'étude Carolina, qui a regroupé 6000 patients. 6000 patients, c'est pas rien, 6000 patients, 3000 patients dans chaque bras. Et à la fin de l'étude, qui a duré près de 6 ans,
6 ans et demi, comme vous voyez, il n'y avait aucune différence en matière d'événements cardiovasculaires entre un inhibiteur TPP4 et un sulfamide de deuxième génération qui est le glimépiride. Les leaderships mondiaux, souvent, ils critiquent le sulfamide pour dire qu'ils n'ont pas des études de sécurité cardiovasculaire. Voilà une étude de sécurité cardiovasculaire qui prouve l'innocuité cardiovasculaire des sulfamides. Mais malheureusement, les leaderships n'ont pas vu cette plaque, mais ils ont vu ça. Dans cette étude, on a remarqué, on a enregistré plus de 35%, jusqu'à 35% d'hypoglycémie, et pas n'importe quelle hypoglycémie, des hypoglycémies modérées à sévères, avec un sulfamide de deuxième génération. Vous allez me dire, mais on voit rarement des hypoglycémies avec les sulfamides de deuxième génération, jusqu'à 35%, c'est-à-dire plus qu'un tiers. Lorsque vous voyez une discordance entre notre pratique et les résultats d'un travail ou d'une étude, il suffit de voir le protocole. Dans cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont intensifié d'une manière agressive le bras sulfamide. Pourquoi? Pour essayer de provoquer des hypoglycémies et à la fin majorer les événements cardiovasculaires. Vous allez me dire, mais ce n'est pas éthique. Alors s'il vous plaît, ne me parlez pas d'éthique dans les études de sécurité cardiovasculaire, parce que c'est une arnaque scientifique par excellence. Il ne suffit pas de voir les études, mais il suffit de lire le protocole pour savoir à quel point on était arnaqué à travers ces études de sécurité cardiovasculaire. Voilà la preuve. Cette étude a passé par une étape de préparation qui a duré 16 semaines. 16 semaines, c'est quoi? C'est même pas 4 mois. Hein. Alors, on a passé d'une population, malheureusement que je n'ai pas le pointeur, mais on peut faire comme ça? Non, ça ne marche pas. Très bien. À gauche, une population dont 90% ils étaient sous glimépiride 1 mg et 5% uniquement ils étaient sous glimépiride 4 mg. Parce que dans cette étude, il y avait le 1, le 2, 3 et le 4 mg qui est comme dose maximale. Au bout, même pas 4 mois, on a basculé à une population dont, comme vous voyez, 50% glimépiride 4 mg et uniquement 20% sous 20 mg. Donc 50% de notre population a passé de 1 mg à 4 mg au bout de 4 mois. C'est pour ça qu'on a enregistré un taux important d'hypoglycémie. Et si vous voyez la courbe de l'hypoglycémie, elle épouse parfaitement la titration des sulfamides. Donc ce ne sont pas des hypoglycémies qui sont dues à l'utilisation de la glimépiride, mais à la mal-utilisation ou l'intensification agressive qui est voulue d'une part pour essayer de déstabiliser le bras sulfamide. Heureusement, pour les patients qui étaient dans le bras sulfamide, à la fin de l'étude qui a duré 6 ans et demi, c'est quand même une durée très importante, il n'y avait pas de différence significative entre un sulfamide et un inhibiteur TP4. Et ça, c'est une étude qui peut même remettre en cause la relation entre l'hypoglycémie et les événements cardiovasculaires. Parce que si vous voyez très bien, près de 35% d'hypoglycémie modérée à sévère, et à la fin de compte, il n'y avait pas de différence. Parce que souvent, ils nous communiquent un discours, il ne faut pas utiliser le sulfamide, parce qu'avec le sulfamide, vous risquez d'avoir des hypoglycémies et majorer les événements cardiovasculaires. Voilà, c'est une étude qui prouve, qui probablement, parce que ça reste toujours une étude, probablement, il n'y a pas de relation entre hypoglycémie et événements cardiovasculaires. On ferme la parenthèse pour revenir à notre travail. Faut-il insuliner un diabète inaugural avec une hémoglobine supérieure à 10? C'est un travail qui a été publié, ça fait 2 ans, en 2020, dans les annales d'endocrinologie. Et actuellement, on est presque à 388 patients. Et on a pris la période entre septembre 2017 à décembre 2021. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez choisi dès septembre 2017? Pour votre information, septembre 2017, c'est la période de notre installation dans le domaine libéral. Et qui dit libéral, comme vous voyez, le mot libéral vient du mot liberté. Et c'est un message pour l'assistance. Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas savoir que le domaine libéral, c'est la fin de vos ambitions scientifiques. Au contraire, le domaine libéral peut être une liberté de vos ambitions scientifiques.
Alors, on va revenir. Donc, dans notre travail, il y avait 388 patients avec un âge moyen de 51 ans, BMI moyen de 27,7, la glycémie moyenne de 2,96, près de 3 grammes, et finalement une hémoglobine glycée moyenne de 12%. 12%, c'est assez élevé parce que, comme vous savez, dans le critère d'inclusion, donc, on a pris que les patients avec une hémoglobine glycée supérieure à 10. C'est pour ça qu'on a eu un taux important d'hémoglobine glycée moyen. Alors, dans notre travail, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé de ne pas être un médecin mathématicien. On n'est pas là pour jouer le rôle des logiciels, parce qu'autrement, on n'aura pas besoin de médecins. Donc, si on va interpréter un chiffre, donc ce n'est pas notre rôle en tant que médecin. On a décidé d'être un médecin clinicien. Un médecin clinicien qui va regrouper un ensemble de données cliniques, biologiques, anamnéstiques, pour essayer de faire une synthèse. Et en fonction de cette synthèse, on va soit mettre le patient sous mesure égénodiététique, et oui, on peut mettre un patient avec une hémoglobine glycée supérieure à 10 sous mesure égénodiététique, ou monothérapie, bithérapie, ou une insulinothérapie. Et selon notre modeste estimation, on a décidé de mettre 88% de nos patients sous bithérapie, 9% en bleu en monothérapie, en mauve sous mesure égénodiététique 2%, et sur une population de 388 patients, on a décidé de mettre uniquement, ce qui est en rouge, 2% uniquement des patients qui nécessitent vraiment une insulinothérapie. Lorsqu'on a voulu comparer notre décision par rapport à certains paramètres, on voit clairement que l'âge se démarque pour les patients qui étaient mis sous insuline, avec un âge moyen de 29 ans. Le BMI n'a pas joué vraiment un rôle dans notre décision thérapeutique. Par contre, l'hémoglobine glycée et la glycémie à jeun, si. Par exemple, les patients qui ont été mis sous insuline, comme vous voyez, le taux d'hémoglobine glycée, elle était de 14,2 et avec une glycémie moyenne de 3,43. Donc, ils étaient vraiment déséquilibrés. Pour ça, ils ont nécessité une insulinothérapie. Par contre, les patients qui ont été mis sous mesure égénodiététique, comme vous voyez, le taux d'hémoglobine glycée moyenne, c'est 10,8, mais avec une glycémie 1,80. Donc, on a discuté avec le patient, et il était motivé, donc on a décidé d'instaurer des mesures égénodiététiques. Mais il faut convoquer le patient un mois après pour un éventuel réajustement thérapeutique. Et selon notre expérience, 97% des patients ont gardé le même traitement parce qu'il y avait un bon cycle basé sur un cycle glycémique. C'est-à-dire qu'on a demandé un cycle glycémique. Donc le cycle glycémique, tellement il était parfait, on a décidé de garder le même traitement chez 97% des patients. Par contre, on a intensifié chez 3% uniquement. À la fin, on a demandé une hémoglobine glycée 3 mois après pour voir notre décision thérapeutique. La moyenne de l'hémoglobine glycée, elle était de 6,7%. Sachant qu'on a commencé avec une hémoglobine glycée de 12%. Donc, on a eu une baisse de 5,3% d'hémoglobine glycée. Les patients avec une hémoglobine glycée inférieure à 6,5, 52%. Les patients avec une hémoglobine glycée inférieure à 7,5, 85%. Et finalement, les patients qui ont gardé une hémoglobine glycée supérieure à 10, c'était uniquement 2%. Donc, lorsqu'on a voulu savoir l'efficacité de chaque décision thérapeutique, comme vous voyez, la meilleure, c'était avec l'insuline, avec une baisse de 6,4%. Mais, même avec une bithérapie, on a pu réduire l'hémoglobine glycée de 5,3%. Et la surprise, et là je profite de l'occasion de féliciter et de remercier notre équipe qui contient 2 nutritionnistes qui font un travail extraordinaire. Donc, avec des mesures égénodiététiques, on a pu réduire l'hémoglobine glycée de 4,3% avec une baisse pondérale de 3,5 kg. Vous allez me dire, ça c'est à court terme, parce que c'est 3 mois. Dans l'étude ADOPT, lorsqu'on a remarqué un échappement thérapeutique avec le glibenclamide, même au début, la courbe qui est en rouge, quand vous voyez, il y avait une baisse d'hémoglobine glycée importante, qui est meilleure par rapport aux autres classes thérapeutiques.
Donc, c'est un message que je profite pour les médecins qui utilisent cette molécule. Pour eux, elle est efficace parce qu'il y a des résultats satisfaisants. C'est vrai, vous aurez des résultats satisfaisants au début, mais avec le temps, il y aura un échappement thérapeutique parce qu'elle va booster le pancréas, elle va accélérer l'apoptose. Donc, finalement, s'il vous plaît, il ne faut plus utiliser cette molécule qui est le glibenclamide, qui est très dangereuse pour le patient diabétique, qui peut induire une insulinopénie rapidement. Donc, vous allez me dire, mais même avec votre décision thérapeutique, on a baissé l'hémoglobine glycée d'une manière spectaculaire, mais qu'en est-il à long terme? Donc, pour vous rassurer, 20% des patients qui ont été mis sous bithérapie sont actuellement en monothérapie. Pour vous rassurer encore plus, 22% des patients qui ont été mis sous bithérapie sont actuellement en rémission, sans traitement antidiabétique. Ils ont intégré un autre travail qui s'appelle l'étude GAZA, et on aura l'occasion, Inch'Allah, de vous présenter ce travail dans notre forum. Glycémie améliorée, zéro antidiabétique. Donc, on est en train de suivre des patients sans traitement et qui sont actuellement équilibrés sans traitement. Alors, et là, on peut comprendre. Lorsqu'on devient un médecin clinicien, on ne va pas gagner uniquement sur le plan psychologique, parce qu'on va soulager le patient. Donc, vous êtes diabétique et instaurer un traitement insulinique, c'est très difficile de convaincre le patient. On ne va pas gagner uniquement sur le plan d'efficacité, parce qu'on a vu que même avec une bithérapie, on a pu baisser de 5,3% l'hémoglobine glycée, mais on va gagner sur un paramètre qui est rarement évalué dans les études, c'est surtout le coût. Alors, le coût prévu pour notre population qui contient 388 patients, c'est 5,4 millions de dinars, soit 540 millions de centimes. Combien? 4 minutes? Très bien. Alors, 5,4 millions de dinars. Par contre, avec notre décision thérapeutique, et lorsqu'on devient un médecin clinicien, on a dépensé 1 million de dinars. Donc, il y avait une différence de 4,4 millions de dinars, 440 millions de centimes, qui est l'équivalent d'un salaire annuel de 5 médecins spécialistes dans le secteur public. Vous imaginez? Donc, après cette présentation, qui sont toujours pour une insulothérapie initiale? Personne. Merci pour votre confiance.